Salut YouTube, salut, j'espère que ça va bien YouTube. N'oublie pas de venir me voir sur Twitch, Wissam-Xelka. Je stream le mercredi, le vendredi et le dimanche entre 17h et 20h. N'hésite pas à venir sur mon petit live. N'hésite pas aussi à soutenir la chaîne. À tout de suite. Ah, je fais la promo tout de suite. Avant même que je te dise le sujet, tu sais même pas de quoi on va parler. Enfin, peut-être t'as vu le titre, mais que je te fais déjà la promo. Et ouais, je suis un boutiquier, donc il faut tenir la boutique en place. Donc, like cette vidéo, partage cette vidéo, commente cette vidéo, même si c'est pour dire du mal. Moi j'adore les commentaires méchants. Et n'hésite pas à soutenir financièrement si tu le peux avec les liens en description. On va lire un article de Grand Continent. Grand Continent, il y a des articles très intéressants. Et on va lire un article sur Trump et surtout sur toute l'administration américaine actuelle et la doctrine Trump du moment. En fait, c'est passé un peu inaperçu il y a quelques mois, mais Trump et l'administration américaine avaient été très clairs sur l'orientation stratégique et internationale de leur politique, quoi. Et avec l'idée que Great America, Make America Great Again. Et en fait, on n'avait pas bien capté, mais ça voulait dire on va redevenir les Américains ultra-impérialistes, à faire des guerres là où on veut, à recoloniser. Donc là, vous avez vu qu'il y a eu l'intervention au Venezuela, Trump a menacé le Groenland et on est à deux doigts de la guerre aussi en Iran. Alors là, les gens... Je suis impatient de voir les réactions. Regardez juste la réaction de la gauche vis-à-vis du Venezuela. Alors quand ça va être les États-Unis qui vont bombarder l'Iran, je crains le pire. J'ai peur des articles de Mediapart, j'ai peur des articles du PS, de Europe Écologie Les Verts, de quelles vont être leurs positions quand ça va être l'Iran qui va être bombardé pour la démocratie par Israël et les États-Unis. Ah là, ils vont faire oui, bon, c'est pas cool, mais quand même, le régime des mollahs, voilà, c'est quand même plutôt positif que ces grandes démocraties que soit Israël et les États-Unis viennent bombarder l'Iran. Ils menacent de bombarder l'Iran là tout de suite, oui, mais ça fait plusieurs mois qu'il y a ces menaces, mais là ça s'accentue parce qu'il y a des mouvements populaires en Iran qui contestent le pouvoir de Khomeini et il y a une forte répression de la part du gouvernement iranien contre ce mouvement social. Et Trump, le grand démocrate Trump, a dit attention, s'il y a des morts, les États-Unis bombardent. Genre, la motivation de Trump, c'est de protéger les manifestants iraniens. On sait très bien que tout ça, les États-Unis... Il y a l'idée de contrer déjà l'axe Iran, Russe, états-unien. Il y a aussi les questions des ressources stratégiques. Et pour Israël, il y a une question de tu élimines l'Iran, tu élimines aussi le Hamas, quoi. Et tu élimines la résistance palestinienne. Mais voilà, c'est pour... on sait très bien que c'est pour la démocratie en Iran. Je suis très impatient de voir le Edoito. Le Edoito qui va nous dire oui bon Trump c'est pas ouf mais quand même au moins maintenant il y a la démocratie au Venezuela et il y a la démocratie en Iran, donc est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Je ne sais pas, je suis de gauche, j'aime le peuple, voilà. Pendant ce temps Jean Massier va nous inviter des constitutionnalistes pour parler du budget pendant que Edwy fait du... Oui non mais voilà. Donc impatient de voir cet épisode là, on va voir à quel point la gauche est inconséquente sur les questions de l'impérialisme. Je vais essayer de sortir en janvier une vidéo sur l'anti-impérialisme, il faut vraiment que je fasse vite. Et on va lire cet article parce que ça résume tout un peu la doctrine états-unienne. Voilà. Donc, ça va tout le monde? On s'installe tranquillement. Vous êtes en train de bosser, continuez à bosser. Je vais vous lire cet article d'une voix suave. Pas du tout. Je vais m'énerver, je vais bafouiller, je vais me reprendre, je vais aller trop vite, mais vous avez l'habitude. Alors, géopolitique hémisphérique comprend la doctrine de Trump. Le grand partage du monde a-t-il commencé au Venezuela? Question. Alors, l'année 2026 a commencé, c'est vrai qu'on est qu'au 7 janvier 2026, il y a eu l'enlèvement de Maduro, la menace du Groenland, la menace de la Colombie et maintenant la menace de l'Iran. On est le 7 janvier, putain, on peut se reposer un petit peu. Alors, l'année 2026 a commencé avec une séquence particulièrement intense. L'opération militaire américaine et l'enlèvement du président Nicolas Maduro. On a enlevé un président. On l'a enlevé. D'ailleurs, vous avez vu la une de Charlie Hebdo qui a fait un dessin avec Jean-Luc Mélenchon, avec la légende Trump ne t'arrête pas en si bon chemin. Et il y avait
Jean-Luc Mélenchon pastiché en Maduro qui était enlevé avec les lunettes menottées et tout. Donc voilà, bah Charlie Hebdo qui continue sa mue d'extrême droite. Moi j'aurais pu rire à la blague. Je veux dire, si c'était le Charlie Hebdo des années 90, la blague m'aurait fait rire. Parce qu'on aurait compris aussi qu'il y avait un second degré, que c'était de l'humour, tu vois. Mais comme là c'est le Charlie Hebdo qu'on connaît, c'est frère, on pense que c'est vraiment ce que vous pensez. C'est vraiment ce que vous avez au fond de vous. Vous croyez vraiment que Mélenchon c'est un dictateur et vous ne verriez pas d'un mauvais œil le fait qu'ils sont enlevés par les États-Unis. Alors que dans les années 90, j'aurais adoré cette vanne, quoi. Le dessinateur est tellement mauvais qu'il est obligé de dessiner un brassard et les filles, sinon on comprend pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas du second degré, quoi. Donc voilà. En soi, c'est ok, mais oui, c'est exactement ça. Oui, oui, voilà, on sait très bien ce qu'ils pensent au fond d'eux, quoi. Lors d'une conférence de presse historique organisée depuis sa résidence de Floride à Mar-a-Lago, Donald Trump a confirmé ce que le reste du monde... Attendez, je rigole. Je rigole parce que je repense à un épisode. Non mais les ricains, parce que là je voyais sa résidence en Floride, la mise en scène des ricains. Vous vous rappelez quand Bush avait annoncé qu'il allait bombarder l'Irak en train de faire du golf? Il était en train de faire du golf. Il annonce qu'il va bombarder l'Irak, genre les journalistes qui sont là, il annonce qu'il va bombarder l'Irak et il dit bon, allez je retourne à mon golf et on le voit rejouer au golf. Je veux dire, les ricains qui en ont rien à foutre. Vraiment, le monde pour eux c'est Disneyland. À un moment donné ils se disent bon, allez vas-y on attaque. Et il y a aussi cet extrait que je voulais vous montrer, qui est, les gens, j'ai l'impression de tomber dans la pire dystopie et qu'on est dans un film de science-fiction. Extension. All the countries we're going to invade, please leave red. By extension, I want to make this very fucking clear to everybody at home. Greenland is ours. Donc là, il est en train de dire, on va être très clair, le Groenland, c'est à nous. Voilà, donc c'est Andrew Tate. Les gens, je vous jure que c'est dans un film. Dans un film pour montrer, tu sais, Idiocratie, le film, je n'y croirais pas. Je croirais pas à cette séquence. Je dirais, bon, voilà, c'est pas un petit peu caricatural sur les États-Unis. On est où? On est dans la réalité, là. Fuck them Eskimos. If we nique les Esquimaux. want it, we're gonna fucking take it. And guess si on le veut, si putain on le veut, on va putain l'avoir. Ils adorent mettre des fucking partout. Hein. Voilà, c'est à nous. On le veut, on va l'avoir. what the Greenlandics are gonna do. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Fucking nothing. Ils vont rien You faire. ain't gonna do shit when Army Rangers are waiting. Quand notre armée va arriver, vous allez rien faire. Even fucking fully automatic weapons in your face. And what language do they even speak up there? Some clicks and shit. Donc là, il est en train d'imiter un Groenlandais. Comment on dit un Groenlandais? C'est Groenlandais? Non, c'est quoi le nom des habitants du Groenland? Donc là, il est en train d'imiter de manière totalement raciste. Ça devient trop photoréaliste, l'IA. Non, mais les gens, Groenlandais. C'est pas danois, un Groenlandais? Vous êtes sûr que c'est Groenlandais? Putain, moi je croyais que trop. Les Inuits, ouais, je sais pas. Get on the ground! Trying to run away on a sled dog. Fuck. Non mais c'est une folie quoi, c'est une folie, on est dans Idiocratie en réalité, non mais voilà, voilà le monde dans lequel on évolue et ça c'est la première puissance mondiale, bordel de merde. C'est non mais... You ain't getting away from us. You're on a little fucking whipping your dogs. Oh ouais, avec tes chiens de traîneau, parce que ça c'était aussi la blague, rappelez-vous que c'est aussi la blague du président des États-Unis d'Amérique. Trump a dit oui on va prendre le Groenland parce qu'on en a besoin pour notre sécurité nationale. Petite parenthèse, si un pays justifie d'envahir un autre pays pour sa sécurité nationale, alors pourquoi on attaque la Russie? Si on accepte que pour sa sécurité nationale les États-Unis peuvent envahir ce qu'ils veulent, pourquoi on le refuserait par exemple? Pourquoi on refuserait que la Russie envahisse l'Ukraine? Ou pourquoi on refuserait que la Chine reprenne Taïwan? Mais Taïwan et la Chine. Non, mais je veux dire, si on va dans cette logique-là, c'est une question de sécurité nationale. Ben, on peut tout justifier, quoi. C'est le rapport de force. C'est bien groenlandais dire Inuit, ça serait pareil de dire occitan pour désigner tous les Français. Ok, ok. 87% d'Inuit, donc on va dire les Inuits. Voilà. Et 8% de Danois. Et c'est quoi les 5% restants? Des ricains, des Canadiens. Ouais, 5% de ricains, allez, ça dégage. Achi comes. The fucking Pakis down in Iraq. Bon, voilà, voilà. Alors, on continue l'article. Salut Wissam, je viens de regarder votre vidéo avec Raz, avec le fils de Khaled. C'est tellement une de vos top vidéos ensemble. Putain, j'avais oublié celle-là. D'ailleurs, on restream avec Raz, on restream ensemble normalement demain. Demain, on refait un stream ensemble. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas streamé ensemble avec Raz.
Lors d'une conférence de presse historique, voilà, Donald Trump a confirmé ce que le reste du monde avait observé, sidéré tout au long de la journée du 3 décembre. Les États-Unis avaient lancé une série de frappes militaires contre des installations stratégiques de Caracas, des aérodromes militaires et des infrastructures portuaires. D'ailleurs, il y avait je crois que c'est France Info ou je sais pas quoi, qui avait titré, ou France 24, qui avait mis en légende sur Twitter, Caracas secoué par quoi ? Secoué par des tremblements ou non, secoué par des explosions. Il y a les États-Unis qui bombardent Caracas. La légende que tu mets, Caracas a été secoué par des explosions. Non mais, c'est une folie. Hein. Qualifiant cette opération d'attaque spectaculaire, après pour Trump, tout ce qu'il fait est spectaculaire, incroyable, amazing. Il a insisté en particulier sur le fait que la décapitation du régime de Maduro au Venezuela était un exemple de la puissance militaire américaine. Oui, bon, après je vois pas en quoi c'est une bonne chose de faire régner la loi par la force, mais oui, effectivement, oui. Nicolas Maduro, au pouvoir au Venezuela depuis 2013. D'ailleurs, il y a des gens qui nous disent que le Venezuela est une dictature depuis 30 ans. Ça veut dire que pour eux, Hugo Chavez était aussi une dictature. Donc je veux dire, allez, Nicolas Maduro, je veux bien. Mais à partir du moment où tu étais même opposé à Chavez, tiens, même si tu es vénézuélien, tiens. Et son épouse, Cilia Flores, ont été enlevés et conduits de force du Venezuela vers New York par bateau. Dans le même discours, Trump à Maduro, c'est le seul Nicolas qui a vraiment payé. Oh, pas mal. Dans le même discours, Trump a confirmé que le couple présidentiel déchu serait poursuivi pour narcoterrorisme. Je rappelle que Trump est allé chercher Maduro pour le poursuivre pour narcoterrorisme. D'ailleurs. Comme quoi le terme terrorisme on le met à tout hein. L'AFI avait raison d'être très méfiant sur ce terme de terrorisme. Nous ça fait des années qu'on le dit, comment ce terme terrorisme il est totalement flou et en fait il justifie toutes les politiques réactionnaires, militaires et répressives. Et regardez là, narcoterrorisme, Nicolas Maduro est poursuivi pour narcoterrorisme. Voilà. Il n'y a pas de commentaire à faire. Importation illégale de cocaïne. Possession d'armes automatiques et de destruction. Attends, le président du Venezuela est quand même poursuivi pour possession d'armes automatiques et de destruction. Et complot en vue de se procurer des armes automatiques et de destruction. Non mais c'est... Oh là, ils en ont rien à foutre. Hein. Vraiment pour moi ça veut dire on en a rien à foutre, on fait ce qu'on veut. Ah putain, il y a le chat qui est sur le truc. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de... Bon c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Est-ce qu'il sent sa vision d'un Venezuela post-Maduro? Il a également déclaré que son administration s'engagerait à assurer une transition sûre, appropriée et avisée. Alors, on ne sait pas combien de temps va durer la transition. Hein, il l'a pas dit, il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de délai. Et surtout, Trump a aussi précisé que la transition, la démocratie, voilà, on assurerait la démocratie à la seule condition que dans cette démocratie, il n'y ait pas au pouvoir des candidats ou un gouvernement qui soit anti-États-Unis. Donc voilà, c'est un nouveau concept de démocratie où on t'autorise à choisir la voie politique que tu souhaites à condition que cette voie politique ne soit pas anti-occidentale. Voilà, c'est un nouveau concept, hein, mais c'est très occidental. Hein. Ça fait des années que ça existe. Hein. Prédation et asservissement, la doctrine Monroe à Mar-a-Lago. Concrètement, cela signifiait que dans un avenir immédiat, les États-Unis allaient prendre le contrôle du pays. Après, on rappelle que c'était pareil pour... on rappelle Israël qui attaque Gaza et en mode « Mais non, mais c'est juste... ils veulent juste virer le Hamas. » Oui. Pour justifier une telle décision, Trump a fait valoir que les États-Unis resteraient sur place afin d'empêcher tout retour au chaos. Voilà, ça c'est typiquement occidental. Tu sèmes le chaos et après tu dis « Ah, je dois rester parce que c'est un petit peu le chaos. » Voilà, on a un petit peu ça avec le Moyen-Orient, tu bombardes tout et tu dis putain c'est le chaos, il faut qu'on reste. L'Afghanistan ça a été ça, hein. Voilà, ils ont foutu le chaos, ils sont partis, c'est toujours le chaos. Hein. Fait remarquable, il a également déclaré à son auditoire à Mar-a-Lago que l'armée américaine était prête à lancer une deuxième vague d'attaques contre le Venezuela si nécessaire. Voilà, non mais... moi je répète, merci Trump. Merci Trump, au moins on rompt avec cette hypocrisie qui dure depuis 40 ans. Merci à toi Trump, on en a fini avec 40 ans d'hypocrisie sur la démocratie, blablabli blablabla. Trump il est arrivé, il a dit bon on arrête d'être hypocrite, on vient pour le pétrole et puis c'est tout quoi. En attendant, la solution proposée par le président américain consistait à impliquer davantage les États-Unis dans l'industrie pétrolière vénézuélienne. Impliquer davantage les États-Unis dans l'industrie pétrolière.
c'est une bonne manière de le dire, ils vont prendre de pétrole, quoi. Non, mais on va s'impliquer davantage. Tu sais, s'impliquer, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te demande en mode, vas-y, tu veux pas t'impliquer un peu plus dans l'esprit d'équipe, voilà, le collectif. Ok, je vais m'impliquer. Non, j'aurais pas dit ce terme. J'arrive sur un merci Trump, ça a changé les lives de Oui Oui. Oui, ça y est, je suis devenu pro-américain. Comme Trump et ses conseillers le savent bien, le Venezuela possède les plus grandes réserves connues de pétrole au monde et la Maison-Blanche a répété à plusieurs reprises que les actifs pétroliers appartenant à des entreprises américaines avaient été injustement confisqués à la suite de la nationalisation de l'industrie en 2007 sous l'ère de Hugo Chavez. Ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint le sujet du livre que je vais vous faire lire. Vous voyez, en gros, il y a les États-Unis, il y a un président qui est élu, il y a un président qui arrive dans un pouvoir, tu vois, Hugo Chavez qui arrive et qui décide pour le bien-être de la population qu'il y a des richesses sur son territoire. Écoutez, au lieu de les vendre aux étrangers, au lieu de les vendre en plus aux étrangers, au lieu de les vendre aux puissances occidentales et que les entreprises privées occidentales viennent tirer bénéfice de ces richesses pour leur propre population, Hugo Chavez s'est dit que c'était peut-être intéressant que ces ressources énergétiques et les bénéfices tirés de ces ressources énergétiques viennent d'abord aux Vénézuéliens. Voilà, viennent d'abord aux populations qui vivent sur ce territoire. Donc il se dit, ouais, vous êtes bien gentil, mais on va quand même nationaliser tout ça, parce que moi, en tant que président du Venezuela, quand même, je m'intéresse au sort des Vénézuéliens qui, en plus, vivent dans des conditions terribles. Donc, il mène une politique qui est totalement légitime, hein, et qui est la politique qui est aux États-Unis, qui est la politique qui est en France, qui est la politique au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les ressources énergétiques du pays bénéficient d'abord à la population et à son propre pays. Mais non, en Amérique du Sud, c'est non. Dans les pays du Sud, c'est non. Ça, c'est interdit. Ça, c'est non. D'abord, ça doit revenir. Il faut comprendre que ce pétrole, c'est à nous, en fait. C'est aux Occidentaux, c'est pas à vous, les populations du Sud. Donc, Hugo Chavez décide de nationaliser ce pétrole et de dire le pétrole il revient d'abord aux Vénézuéliens et là les entreprises privées sont en mode non, ça c'est illégal. Selon quoi c'est illégal? Selon je sais pas, le droit international, enfin pas vraiment le droit international, le droit commercial que on a nous-mêmes érigé. On a dit que le droit commercial c'était que les entreprises privées ont plus de droits que les États et c'est le sujet de ce livre. Dans la justice du capital, on vient totalement là-dedans. Comment des entreprises privées en viennent à poursuivre des États qui ont des politiques qui contreviennent à leurs intérêts directs, hein, ces entreprises privées, et comment bien souvent elles gagnent. Mais elles gagnent parce qu'en fait, c'est une mafia en fait, qui s'est organisée et qui a dit le droit, c'est nous. Voilà. Le droit du commerce, c'est nous. Donc ça, je rappelle, c'est dans le groupe de lecture à lire pour le 1er février. Trump n'a pas non plus manqué de le faire lors de ce... Donc là, Hugo Chavez a nationalisé l'industrie et Trump n'a pas non plus manqué de le faire lors de ce discours. Établir la domination totale des États-Unis sur leur hémisphère. Leur hémisphère. C'est l'hémisphère des États-Unis. Les États-Unis, ils ont dit, ça, c'est à nous. Voilà. Vous faites ce que vous voulez ailleurs, mais ça, toute l'Amérique, là, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, du Groenland jusqu'à l'Argentine, là, le Sud, c'est à nous. C'est notre domaine, voilà, vous touchez pas. Semble avoir été la véritable priorité de la première année du mandat de Trump. Après avoir évoqué l'agression contre le Venezuela, le monologue trumpien a dérivé vers la criminalité et l'ordre public intérieur des États-Unis. On est dans un discours fasciste, quoi. Les menaces extérieures, les menaces intérieures, le rapport de force. On va s'imposer dans le monde à travers les guerres, à travers les armes, à travers voilà. Et à l'intérieur, ça va être l'ordre, voilà. Expliquant en partie comment l'extraction de Maduro et de sa femme devait justifier dans la logique de la Maison-Blanche. Maduro aurait été mis en examen non seulement pour sa complicité dans le narcoterrorisme, mais aussi pour la menace qu'il représentait en soutenant des gangs tels que Tren de Aguera et le trafic de drogue qui touchait directement les citoyens américains. Qui croit à ça ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans le journalisme français, dans les personnels politiques français, qui croit ? J'ai l'impression que personne n'y croit. Absolument personne ne croit à cette excuse de c'est pour la drogue. Oui, c'est ça. Si, par son ampleur, l'opération américaine est extraordinaire, elle n'est pas tout à fait sans précédent sur le fond. Oui, ça, c'est quelque chose. Pascal Praud. Ah ouais, il y croit, Pascal Praud. C'est déprimant. Je vous jure, les gens, je suis déprimé là.
Juste de rappeler que c'est pas nouveau, quoi. C'est la politique états-unienne. Et surtout, en fait, le grand danger qu'il y aurait dans nos explications, c'est de faire croire que c'est Trump qui a marqué un tournant dans les politiques états-uniennes. Trump n'a pas marqué un tournant. Il a marqué une accélération, mais pas un tournant. C'est dans la logique même des États-Unis. Et Trump n'est pas non plus, comment dire, un accident dans l'histoire des États-Unis. C'est pas un accident dans l'histoire même contemporaine des États-Unis. Il y a les États-Unis qui sont en perte de puissance, notamment avec la montée en puissance de pays comme l'Inde ou la Chine, qui sont en train de concurrencer les Occidentaux. Trump n'est pas une anomalie. Trump est presque le pas presque. Trump est la logique normale du fonctionnement du capitalisme sans protestation révolutionnaire dans lequel les États-Unis en perte de puissance sont en train de radicaliser leur politique guerrière. Donc Trump n'est ni une particularité, ni un événement extraordinaire dans la politique états-unienne, ni un accident. Non, c'est logique. Voilà, cette trajectoire est logique. Il y a une accélération, mais c'est logique. D'ailleurs, les gens, j'avais fait un react sur Viktorovitch et le mensonge. Je rappelle la tech éclatée de Viktorovitch. Depuis 2017, on vit dans un gouvernement qui ment. On vit sous la domination du mensonge. Sous la logocratie, non, comment il appelle ça là? Je sais plus quoi, c'est sa théorie de merde. Vraiment politiste, un politologue et tout, prof en sciences politiques. Depuis 2017, on ment. Les gouvernements mentent. Voilà. La radicalisation de tendance déjà présente chez les néocons, sauf qu'il le fait avec moins d'habillage, non. Oui, c'est pour ça que je te dis qu'il y a une radicalisation, une accélération de cette tendance-là, mais on est toujours dans la même tendance, quoi. Si le pétrole est la drogue du capitalisme, Maduro était d'un narcotrafiquant pour eux. Oh, pas mal, pas mal. Alors, la décision prise par l'administration George W. Bush de lancer une opération militaire contre Manuel Noriega au Panama en 1990 s'inscrit dans une longue tradition interventionniste états-unienne sur le continent américain. C'est fou quand même qu'on doit faire le rappel de l'interventionnisme américain, en fait des guerres menées par les États-Unis, mais c'est toujours utile, c'est toujours utile, voilà, de rappeler que c'est pas nouveau. Les États-Unis, l'Amérique du Sud, c'est un peu la France-Afrique de la France, quoi. Voilà, les États-Unis, on a la même politique en Amérique du Sud que la France a la politique avec l'Afrique. Coïncidence ou non, les deux interventions ont été menées à bien un 3 janvier. Ah ouais, c'est ouf ça. Vraiment, ils te laissent fêter le nouvel an et on vous attaque. Tous deux ont été justifiés par la complicité du leader avec le trafic de drogue. Ça aussi, c'est pas nouveau. C'est toujours les mêmes justifications, toujours l'histoire qui se répète. Et on a toujours les mêmes débats à gauche à coup de... Non, mais quand même, c'était des dictateurs. Donc, ok. Non, mais j'aime pas l'intervention des États-Unis, mais c'est des dictatures. Alors, effectivement, à chaque fois, ça tombe bien, ils renversent des dictatures, mais quand même, c'est pas cool. C'est pas cool. Voilà, c'est des régimes, je vais pas les regretter. Je vais pas les regretter, ces régimes. Vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Même si dans le cas de Noriega, celui-ci collaborait par ailleurs avec la CIA et était un allié des États-Unis. Noriega avait été amené à Miami, puis jugé. Mais sous couvert de lutte contre le trafic de drogue, cette opération était de fait motivée par des préoccupations liées à la sécurité opérationnelle du canal de Panama et au pivot géopolitique de Noriega vers Cuba et le Nicaragua. Je rappelle que le canal de Panama, c'est aussi un enjeu stratégique de Trump. C'est moins mis en avant maintenant parce qu'il me semble qu'il y a eu des négociations, mais Trump avait émis l'idée de aussi récupérer que les États-Unis auraient le canal de Panama. Voilà. En gros, Trump il veut un truc, les États-Unis veulent un truc, ils le prennent. Trump va kidnapper Macron car le pinard. Ça serait. Moi, je suis opposé au kidnapping de Macron. Macron, c'est notre problème à nous les Français, ok? Une initiative qu'aucune administration américaine n'était susceptible de tolérer longtemps. Or, établir la domination totale des États-Unis sur leur hémisphère, j'aime bien qu'ils aient validé leur hémisphère, quoi. Ils mettent même pas en guillemets leur hémisphère, mais c'est leur hémisphère. Semble bien avoir été la véritable priorité de la première année du mandat de Trump. Si l'intervention contre Noriega en 89-90 rappelle qu'il n'en est en aucun cas le premier président des États-Unis à se soucier de l'exploitation de ce qui, jusqu'à la guerre froide, était qualifié par Washington d'arrière-cour, il y a toutefois une différence de taille. Donc, il y a toujours une politique coloniale, impérialiste des États-Unis sur son arrière-cour, mais là, apparemment,
Pour moi, il y a un changement de taille sur la radicalisation et sur le fait que la rapidité et la violence et que les justifications données. Mais on va voir ce qui est pour eux le changement de taille. Elle tient à la fois à sa rhétorique, sous la forme d'un règlement de compte quasi permanent avec les administrations précédentes, et à sa volonté d'agir de manière décisive, y compris en ayant recours à la violence, lorsque les ressources et la domination de son domaine, sont en jeu. Bon, ça, là, je vois pas la différence avec les administrations précédentes. Voidou qui dit Canal de Panama. La Chine reprend la main dans le dossier de port, une pilule amère pour Trump Premium. Le groupe de Hong Kong CK annonce qu'aucun accord n'a été trouvé au terme des 145 jours de négociations avec le consortium mené par BlackRock et MCS. Les futures négociations vont impliquer un nouvel investisseur chinois majeur. Moi, je suis pour la Chine. Moi, je suis pour la Chine. Et par rapport au Chili, comment ils ont fait pour justifier le fait d'avoir mis Pinochet? J'ai pas les datas, moi. Pour moi, ils ont dû justifier ça en mode... parce que c'était aussi la période de la guerre froide. Ils ont dû justifier ça en mode menace communiste. Voilà, j'imagine. Hein. Ça a été la justification, le danger communiste. Tout au long de ses remarques à Mar-a-Lago, on dit Mar-a-Lago ou pas? On dit Mar-a-Lago. Le président américain actuel n'a pas pu s'empêcher de régler une fois de plus les comptes avec l'administration présidentielle précédente et les maires américains des villes démocrates. L'ancien président Jimmy Carter, par exemple, décédé fin 2024, peu après la réélection de Trump, a de nouveau été cité pour avoir rendu le contrôle du Panama dans les années 70. Pour avoir rendu le contrôle du canal de Panama dans les années 70. Un échec, selon Trump, à protéger suffisamment les intérêts hémisphériques des États-Unis. Je me demande si c'est pas vraiment Jimmy Carter, c'est peut-être le dernier président de gauche qu'a eu les États-Unis et faut mettre 150 guillemets à gauche. Voilà, le dernier président de gauche qu'a eu les États-Unis, c'était Jimmy Carter. Je vais dire, allez, on pourrait dire que ça a été le moins pire des présidents des États-Unis depuis, je pense, 60 ans. Et pourtant, voilà, quoi, c'est Jimmy Carter, quoi. L'ère de la guerre contre le terrorisme, au cours de laquelle les États-Unis sont intervenus dans des régions lointaines au nom du démantèlement d'armes de destruction massive inexistantes ou de réseaux terroristes bien réels, est également visée ici. Pour l'administration trumpiste, les responsables précédents auraient été trop omnibulés par le Moyen-Orient pour réagir de manière adéquate à la nationalisation par le gouvernement Chavez des actifs pétroliers américains pour leur propre hémisphère. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un désinvestissement de l'administration Trump sur les questions moyen-orientales avec des priorités. D'abord, la priorité des priorités, on n'arrête pas de le rappeler, c'est la mer de Chine, avec l'enjeu de Taïwan, l'enjeu de la concurrence avec la Chine. Mais je pense que pour être puissant contre la Chine et regagner en puissance, il y a l'idée il faut reconquérir l'Amérique du Sud, quoi. On a trop laissé faire les Sud-Américains. On est en train de perdre en puissance. Il faut reconquérir l'Amérique du Sud. Oui, c'est ça. C'est le moins pire, Carter. Ouais. C'est pas parce que Israël fait leur taf là-bas. Mais après, c'est aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi, c'est plus les enjeux principaux en termes d'énergie, en termes d'enjeux géostratégiques. Et oui, il y a aussi Israël qui est déjà en train de faire le taf. Après, on parle de désinvestissement dans le Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est à deux doigts d'une guerre, notamment des États-Unis, contre l'Iran. Hein. Il y a eu des bombardements états-uniens en Iran. Il y a eu aussi des bombardements en Irak. Voilà, il veut dire, il n'y a pas non plus. Les États-Unis n'ont pas totalement disparu de la région. En d'autres termes, pour Trump, l'ordre des priorités est le suivant. Ce qui est le plus proche de moi est plus important que ce qui est loin. Il faut l'occuper et le dominer physiquement. À Mar-a-Lago, Donald Trump a non seulement mentionné la stratégie de sécurité nationale de 2025, qui met fortement l'accent sur la domination des États-Unis dans l'hémisphère occidental, mais il a également conclu en déclarant « La doctrine Monroe est très importante, mais nous l'avons très largement dépassée. On l'appelle maintenant la doctrine Monroe. La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Plus jamais. » J'aime bien, ils ont vraiment la folie des grandeurs, quoi. C'est plus jamais ça sera remis en question. Et la domination américaine dans l'hémisphère occidental. On redevient les grosses des États-Unis. On l'a toujours été. Mais là, c'est clair, net.
On l'est. C'est officiel, on est, voilà, tout le monde le dit. Et Trump lui-même le dit. Je sais pas, vous avez vu l'extrait où il se fout de la gueule de Macron. Voilà, où nous a mené la politique de super française. Voilà, on a été les vassaux des États-Unis. J'ai envie de dire, bien fait pour vous, bien fait pour nous. On a décidé de suivre les Ricains. Et ben voilà, on est devenus les lobbies des Américains. Voilà. Le commandement américain en Europe a annoncé avoir saisi le pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela qu'il poursuivait dans l'océan Atlantique Nord. Ok. La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Pendant des décennies, d'autres administrations ont négligé, voire contribué à ces menaces croissantes pour la sécurité dans l'hémisphère occidental. Le président américain n'a toutefois pas rassuré les pays voisins tels que la Colombie et le Guyana, qui ont placé leurs forces armées en état d'alerte maximale, en particulier dans les régions frontalières communes. Et d'ailleurs, le président de la Colombie, il est ultra basé. Hein. Le président de la Colombie, il est en mode, venez, allez, viens. Allez, on rappelle que le président de la Colombie, ça a été un résistant, il a pris les armes pour résister. Hein. Il était en mode, bon, ça fait des années que j'ai pas pris les armes, j'avais décidé d'être pacifique, mais si les États-Unis veulent le combat, ils l'auront. Donc, soutien au président colombien. Il n'a pas répondu aux critiques directes des pays d'Amérique latine à l'égard des actions des États-Unis, ni aux timides préoccupations exprimées par l'Union européenne. Alors, timide, je trouve que même le mot est trop fort, timide. Quelle préoccupation exprimée par l'Union européenne? C'était en mode, oui, bon, on espère quand même que les tensions vont pas trop s'accentuer. Et Macron, lui, s'est littéralement couché. Macron, il s'est couché en mode, bon, on espère que la transition, elle sera bien, quoi. Au total, l'intervention militaire de Washington le 3 janvier ne montre que peu ou pas d'intérêt pour les cadres juridiques internationaux. Oui, pas du tout. Il s'en bat les couilles. Vraiment, le droit international, Trump s'en bat les couilles. Un engagement très modeste du Congrès et une approche impitoyable dans la poursuite des intérêts américains. Pour ces diverses raisons, les présidents de l'opposition vénézuélienne et la société civile en général ne devraient rien présumer en cette période de transition. Tout peut encore arriver. Oui, c'est imprévisible. Il est clair que Trump ne s'attend aucunement à faire l'objet d'un examen minutieux de la part des contre-pouvoirs aux États-Unis. Vous saviez qu'on disait le plan de Trump pour installer une dictature aux États-Unis, un régime fasciste aux États-Unis, et on s'attendait à un truc ultra rapide. En vrai, je pense que là, c'est en cours. Il y a une fascisation de la société américaine, une radicalisation même de cette fascisation de la société américaine. Et contrairement à ce qu'on pensait, pour moi, ça n'allait pas arriver en 100 jours. Je crois qu'il y avait un truc genre 100 jours pour faire une dictature et tout. Juste petit à petit, quoi. Petit à petit, là, on s'enfonce dans un régime fasciste aux États-Unis qui non seulement va faire des victimes aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. L'UE a dit, n'oubliez pas qu'on exige que le café servi à Maduro soit vénézuélien pour respecter sa culture. Aïe, 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 aïe. Le monde après le 3 janvier. Au milieu d'une carte de réaction qui dessine un monde fracturé, la Chine a condamné cette opération, la qualifiant d'action hégémonique des États-Unis qui viole gravement le droit international, porte atteinte à la souveraineté du Venezuela et menace la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ça devrait être la position de tous les pays du monde. Le fait que ce soit quasiment que la Chine qui dit ça, c'est quand même incroyable. Cette position qui est normalement la position de base devrait être la position de tous les gouvernements et en particulier des gouvernements occidentaux qui prétendent s'appuyer sur le droit international et la justice. Ah, mais non, mais c'est la Chine, c'est la Chine maintenant qui a cette position. Donc on regarde ceux qui ont condamné, il y a eu le Mexique, le Brésil, la Colombie, le Chili, l'Iran, oui. Le Ghana, la Chine, la Russie. Surveille de près la situation. C'est quoi cette position? Vous en pensez quoi du Venezuela? On surveille de près la situation. Hein, on surveille. On surveille. Voilà, on surveille. On regarde ce qui se passe. Voilà. Pétrole au-dessus du droit international. Bah oui. Hein. Voilà les Européens. Regardez les Européens. Et le soutien, l'Italie a soutenu, la Pologne a soutenu, bah bravo. Mais comment... Attends, la Pologne qui a peur de se faire envahir par la Russie. Mais je veux dire, pourquoi la Russie n'aurait pas la même politique à votre égard si vous soutenez cette politique de la part des États-Unis avec le Venezuela? Je comprends pas. Voilà. Mais bon,
Voilà, la Pologne, elle attend surtout le soutien des États-Unis, donc elle va pas froisser les États-Unis. Hein. Voilà, regardez l'Occident qui ne condamne pas. Hein. Voilà l'Occident. Voilà le camp de la démocratie, des droits de l'homme, du droit international, il est là. Là, voilà le Canada, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Bah bravo l'Occident. Ouais, non, c'est bien. Non, vous êtes un phare. Vous êtes un phare. Mediapart, oui, il y a Mediapart aussi. Les intérêts de la République populaire à Caracas sont de fait considérables. Pékin était non seulement le principal destinataire du pétrole vénézuélien, comptant pour 80% de la capacité d'exportation, généralement après des opérations de transbordement et de changement de marque destinées à dissimuler l'origine de ce pétrole. Parce que oui, en fait, aussi pourquoi la Chine est le principal réceptionnaire du pétrole vénézuélien, c'est aussi parce qu'il y a un blocus occidental. C'est que les États-Unis ont décidé qu'il y avait blocus sur le pays. Faudrait rappeler ça aussi. Avant de parler de la dictature de Maduro, avant de parler de la condition de vie au Venezuela, il faut rappeler que les Occidentaux ont imposé un blocus sur ce pays. Et il faudra qu'on fasse un numéro anti-impérialiste pour expliquer à quel point un blocus sur un pays du Sud est ravageur, comment ça détruit l'économie, comment ça détruit. Et d'ailleurs, les premières victimes de ces blocus, ce sont les populations sud-américaines, les populations des classes populaires. L'Europe pense à sa survie face à la Russie et à la dépendance stratégique aux US. Bah oui. Hein? Mais ils avaient qu'à arrêter d'être les vassaux des États-Unis. Ça servait leurs intérêts hein, d'être derrière les États-Unis. Bah voilà. La forme que prendra la période de transition mentionnée par l'administration Trump déterminera en partie le degré d'exposition de la Chine après la destitution du régime de Maduro, qui était déterminé à résister à l'imposition d'un blocus américain et d'un régime de sanctions. Voir les États-Unis se refaire une place en tant que puissance hémisphérique pourrait être à double tranchant pour Pékin, déterminé à traiter avec Taïwan et à exercer un contrôle hégémonique sur la mer de Chine méridionale. Et d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi la Chine ne pourrait pas justifier de la même manière que les États-Unis son intervention à Taïwan. Hein. Voilà. C'est-à-dire, si on justifie les États-Unis, pourquoi on ne justifierait pas la Chine, quoi? Raz qui concurrence Wissam, qui a besoin d'un live pour... Non, mais ça, c'est pas... Raz, il joue, quoi. Comme le montre l'analyse des réactions mondiales à l'opération américaine ayant conduit à l'enlèvement de Maduro, la carte du monde est en train de changer. De grands blocs hémisphériques plus ou moins cassés remplacent ou se superposent aux vieilles alliances. D'ici la fin de cette année civile, nous pourrions commencer à en voir les conséquences. 2026, l'année de la géopolitique hémisphérique. Quiconque a suivi la situation des États-Unis en 2025 ne peut que reconnaître l'extraordinaire symétrie d'une séquence qui a commencé avec les discours du président Trump sur l'acquisition du Canada. J'avais oublié ça. Déjà, j'avais oublié qu'il avait dit qu'il voulait aussi avoir le Canada. Non mais écoutez, tant qu'à faire. En fait, mais moi, pourquoi il s'arrête aussi bas quoi? Demande l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Venez, on considère que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et Trump, il est président de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Pourquoi on se prend la tête, en fait? Ça serait si simple. C'est dans leurs intérêts nationaux, hein, dans leurs intérêts vitaux. Ce serait tellement un beau troll que la Chine justifie de reprendre Taïwan à cause du trafic de drogue. Ouais, mais après, les conséquences de cette politique, je n'ose pas imaginer. L'acquisition du Canada et du Groenland et qui s'est terminée par la mise à exécution des menaces répétées contre le régime Maduro au Venezuela. Si le Canada a réussi à repousser jusqu'à là ses ambitions présidentielles, les récentes actions à Caracas ont été suivies de nouvelles menaces très claires contre le Danemark par Trump et son clan. On rappelle, il y a une vidéo où Trump dit clairement qu'il va récupérer le Groenland. Que ça sert à rien de résister. Il s'est même foutu de la gueule des Danois qui pensent pouvoir résister. Il est en mode on en a besoin. Voilà, c'est pour nos intérêts vitaux. Il n'y a même pas un désolé. Hein. C'est juste voilà, on en a besoin. Voilà. Le véritable internationalisme par colonisation totale du monde par les États-Unis. Oui, mais ça va être ça. Hein. L'année qui vient doit être celle de la mise à l'exécution de leur plan pour l'annexion du Groenland. Le 21 décembre dernier, Trump a ainsi nommé un envoyé spécial pour l'île. Il chie sur la gueule de tout le monde et tout le monde ferme sa gueule, quoi. Enfin, sur tout le monde occidental et le monde occidental ferme sa gueule. De Cuba au Panama, les dirigeants politiques de tout l'hémisphère occidental sont désormais en état d'alerte. Ah, mais ça fait quoi la France, ça fait quoi d'être traité comme vous traitez les pays du Sud? Moi, vraiment, j'ai aucune peine. J'ai vraiment bien fait pour votre gueule. Vous êtes traité par les États-Unis comme vous avez traité les pays du Sud.
comme vous avez traité les pays africains, les pays asiatiques, les pays sud-américains. Voilà, vous goûtez votre propre médecine. Voilà, bien fait pour notre gueule. Voilà. Le gouvernement panamien, oui, mais Wissam, au Danemark, il y a une religion d'État, il faut libérer le Groenland pour amener la laïcité. Et encore, on n'est pas totalement... tu as raison de préciser ça, Boadou. On est traité à 5% même, à minima, comme sont traités les pays du Sud. On a un avant-goût de comment sont traités les pays du Sud. Oui, j'en ai parlé de la vidéo où Macron est humilié par Trump. Le gouvernement panamien a ainsi également été averti une nouvelle fois que Trump considérait le canal de Panama comme un espace vital. Dites-moi, quel était l'autre régime qui parlait d'espace vital et qui avait comme argument l'espace vital pour justifier l'envahissement, l'invasion d'autres pays? Putain, mais c'est quel régime déjà qui disait c'est important pour notre espace vital de conquérir ces pays-là et de les mettre sous notre domination? Voilà. Ça me fait bizarrement penser à un moustachu, voilà. Hein. Lensrom, ça sonne allemand bizarre. Oui, non, mais c'est une folie. Fascisation. Lebensraum, on dit Lebensraum, un régime socialiste. Pour les États-Unis, les déclarations présidentielles sur le contrôle chinois de la gestion du canal ont été utilisées comme une arme pour insinuer que le gouvernement panaméen était indifférent ou incapable de réagir de manière appropriée à la domination hostile d'une tierce partie. Ils sont en mode, on doit envahir ce pays parce qu'il y a un autre pays qui est là, quoi. Voilà. Pour éviter la domination chinoise, on va dominer nous. Mais ça, après, pour moi, c'est la ligne de Mediapart. Hein. La ligne de Mediapart, c'est non, mais l'impérialisme chinois ou russe, c'est mauvais. Tant qu'à faire, autant faire notre impérialisme parce que nous, on est démocrates. Voilà. Nous, on est les démocraties libérales, donc autant qu'on impose notre propre impérialisme. Après Caracas, il devient donc légitime de se poser la question: quelle sera la prochaine cible? La stratégie de sécurité nationale des États-Unis publiée en décembre 2025 indique clairement que les deux priorités de Washington sont la région Indo-Pacifique et l'hémisphère occidental. Le corollaire de Trump à la doctrine Monroe du 19e siècle est fondé sur le rétablissement de la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental. Donc c'est nous. Hein, voilà. En gros, il a dit, bon, vous étiez bien mignons là, les Européens, mais on va vous rappeler qui c'est les chefs. De manière évidente, l'attention stratégique des États-Unis sera donc moins focalisée sur le maintien d'engagement à long terme dans d'autres parties du monde, y compris en Europe. Cette nouvelle doctrine a renforcé l'orientation claire de cette administration, qui se concentrera sur l'America First. Alors, America First, c'est pas seulement les États-Unis d'Amérique. America First, c'est, voilà. En gros, on n'avait pas compris que les États-Unis d'Amérique, c'était les deux continents, quoi. Les deux, voilà. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. Faut se rentrer ça en tête maintenant. Voilà, on met le drapeau états-unien sur l'ensemble du continent américain. Et où les calculs purement souverains occupent une place prépondérante. La prise de contrôle par les États-Unis du Venezuela emporte des conséquences déjà évidentes pour 2026. Washington se concentrera moins sur l'Ukraine et sur le Moyen-Orient, même si la menace d'une intervention en Iran se profile de manière de plus en plus nette. Oui, parce que moi je ne suis pas totalement... effectivement, la priorité, ça va être de reprendre le contrôle sur tout le continent américain, mais je ne pense pas pour autant que les États-Unis vont partir du Moyen-Orient et vont oublier aussi la mer de Chine. Ils vont toujours être là en mer de Chine. C'est un enjeu majeur, surtout pour contrer la Chine, pardon. Puis après, Moyen-Orient, il y a aussi Israël qui va faire le travail, quoi. Voilà, on va financer aussi Israël, on va vendre des armes à Israël pour qu'il fasse le travail ricain dans la région. À court terme, il y a fort à parier que cela profitera respectivement à la Russie et à Israël. Oui, parce qu'ils vont pas aussi s'engager pour sauver Gaza, hein, bien sûr. Il est en outre peu probable que Trump revienne à d'autres initiatives de paix comme celle entre le Cambodge et la Thaïlande. Vous vous rappelez Trump qui avait fait il avait participé au processus de paix entre le Rwanda et le Congo. Et il avait dit ils veulent qu'on prenne leurs richesses. Voilà, le Congo et le Rwanda, ils nous ont dit s'il vous plaît, il a vraiment dit s'il vous plaît, please, prenez nos minerais, prenez nos richesses. Voilà. Après, il y a au moins un point positif chez Trump, c'est que il est divertissant. Hein. Il est divertissant. Interrompu par une pub de l'armée belge. Sorry les gens, je m'engage. Ça va devenir impératif pour l'Iran de développer sa bombe pour éviter de se faire envahir par les ricains. Je n'arrête pas de le dire. Ça, je n'arrête pas de le dire. Vous êtes contre l'arme nucléaire.
Et moi, je suis le premier à être contre la prolifération de l'arme nucléaire. Si tu es contre la prolifération de l'arme nucléaire, ta priorité, c'est de lutter contre l'impérialisme occidental. Parce que là, avec l'impérialisme occidental, les interventions américaines, russes, dans tous les pays, là, les pays du Sud se disent, pour ne pas être envahis, il faut avoir l'arme nucléaire. C'est le raisonnement qui a été développé en Corée du Nord. Et c'est pour ça que la Corée du Nord n'a pas été envahie. Et aussi avec la Chine qui est là pour veiller. Hein. Et je comprends l'Iran. Pourquoi l'Iran veut l'arme nucléaire? L'arme nucléaire est une assurance vie pour ces pays. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, il faut qu'ils aient l'arme nucléaire. Mais si tu veux qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires, il faut en finir avec cet ordre international qui est régi par le rapport de force. Donc vraiment, moi, ça me rend fou que les gens ne comprennent pas la logique qu'il y a de vouloir l'arme nucléaire. Bah oui, si tu veux pas, fais en sorte que les États-Unis et la France arrêtent de s'imposer avec le rapport de force. Dans les 3 cas de figure hémisphériques, les dirigeants du Canada, du Groenland et donc du Danemark et du Panama ont été contraints de faire face à une attitude constante de l'administration Trump, qui combine griefs, même s'ils sont fabriqués de toutes pièces, menaces et justification de la puissance hémisphérique des États-Unis fondée sur leur intérêt. L'assurance vie d'un pays, c'est d'être développé, prospère et démocratique. Et comment t'y arrives si tu vis sous blocus et sous menace de l'intervention américaine? Vas-y, dis-moi. Allez, Etrena Dimitri. Moi, je veux bien que c'est... Comment t'arrives à développer un pays quand, si tu ne suis pas déjà, d'une, comment t'arrives à développer un pays comment t'arrives à développer un pays du Sud avec la domination capitaliste qui repose sur la surexploitation des pays du Sud? C'est-à-dire que tout le régime économique est fait pour que ces pays du Sud soient surexploités au bénéfice du Nord. Et quand tu dis, ok, pour le développer, il faut que je sorte de cette domination occidentale. Et si tu le fais, tu vis sous blocus. Donc explique-moi, c'est quoi ton secret? C'est quoi ta solution? Comment tu développes un pays en sortant de... Je sais pas, je suis pas économiste. Bah oui, t'as surtout pas de formation anti-impérialiste, frère. Tu ne peux pas. Je veux dire, les États-Unis, si tu comptes... Il faut rappeler une chose, les gens, qui est le plus gros scandale de notre monde actuel, c'est que l'étalon, c'est le dollar. Tout se mesure au dollar. Tous les échanges se font à partir de dollars. Et donc, ça gère tous les commerces du monde. Même, je veux dire, les pays ont même plus intérêt à échanger avec le dollar qu'à échanger avec leur propre monnaie avec d'autres pays à côté. Tu es obligé de passer par le dollar. C'est-à-dire que si les États-Unis décident que toi, tu es sous blocus et que c'est eux qui gèrent le dollar, t'es fini. Tu es fini. Tu es en crise économique. Tu es obligé de faire des bisbilles en secret avec tel pays. Mais voilà, t'es terminé. Donc arrêtez de dire non mais l'assurance vie d'un pays c'est d'être développé quand ils n'ont pas les pays du Sud n'ont pas les moyens par eux-mêmes avec la domination occidentale. Quand on veut on peut. Voilà. Le Venezuela là ils ont qu'à être développés et démocratiques. Non mais ça me tue comme commentaire, ça me tue, c'est tellement hors sol. Le gouvernement canadien et danois ont par exemple tous deux été critiqués pour ne pas avoir suffisamment dépensé en matière de défense. Et Trump a accusé les deux parties d'être fortement dépendantes du parapluie de sécurité américain. Là, chez les Européens qui ont voulu bénéficier de l'armée américaine, voilà. L'arroseur arrosé, voilà, hein, bien fait. Hein. Cuba a quelques idées pour survivre au blocus, oui, mais la vie à Cuba, elle ne fait pas rêver non plus. Hein. Moi, Cuba est un exemple de résistance à la domination américaine, mais je n'envie pas les conditions de vie des Cubains. Hein. C'est dur, hein, les gens. Hein. Niveau de la nourriture, moi je sais qu'il y a un ami qui est allé à Cuba il n'y a pas très longtemps et il me dit que bon, c'est rationné de ouf parce que c'est compliqué quoi, vraiment compliqué. Cela alimente les expressions performatives de Trump qui accusent les autres à la fois d'erreurs historiques, un manque de gratitude dans son langage et d'insuffisance plus récente en matière de planification de la sécurité nationale. Enfin, lors de sa conférence de presse du 3 janvier 2026, Trump a réaffirmé que la voie vers une domination durable des États-Unis dans l'hémisphère occidental résidait dans une sainte trinité, le commerce, le territoire et les ressources. Voilà, c'est vraiment dur. Bah oui. Les gens, il est quand même intéressant l'article. Hein. Le Canada, le Groenland, le canal de Panama et le Venezuela ont tous été explicitement considérés comme précieux pour les États-Unis en raison de leur situation géographique mais aussi de leur potentiel en ressources. Qu'il s'agisse de minéraux essentiels, d'un accès stratégique ou de réserves pétrolières connues mais non exploitées. Et ça d'ailleurs, la catastrophe climatique, on s'en bat les couilles. Là, c'est même plus un débat, c'est même plus un sujet. En fait, la catastrophe climatique imposerait comme idée qu'on laisse le pétrole sous le sol. Non,
Non, non, là, il faut aller le chercher, le pétrole. Il est inexploité, donc c'est pour ça qu'il faut envahir ce pays. Hein, il y a du pétrole, il y a des énergies inexploitées. Après, oui, il faut mieux ne pas s'aligner les US en temps de... Alors, après, oui, il vaut mieux ne pas s'aligner les US le temps de développer un pays prospère et résilient, c'est du pragmatisme. Mais est-ce que tu es au courant de comment marche l'économie mondiale? Est-ce que tu crois qu'un pays, même en étant sous la domination américaine, en acceptant la domination américaine, peut se développer? Est-ce que tu es courant que l'impérialisme impose que des pays soient surexploités au bénéfice des autres pays? Et que les États-Unis n'ont pas intérêt à voir se développer d'autres pays qui pourraient même concurrencer la puissance américaine? Et comment tu arrives à te développer en suivant les intérêts US, et notamment toutes les politiques d'austérité du FMI, par exemple? Vous avez des commentaires qui sont hors sol, quoi. Hors sol. Concrètement, dans une année 2026 qui sera sans doute encore marquée par l'affirmation de la domination américaine dans l'hémisphère occidental, les événements qui ont précédé les attaques directes contre Maduro à Caracas fournissent un scénario potentiel qui pourrait prochainement se répéter dans d'autres régions des Caraïbes, y compris à Cuba. C'est vrai qu'on a oublié Cuba, mais Cuba, ça risque aussi d'être une prochaine cible, quoi. Ça termine des fois, oui, parle comme Macron le temps d'une intonation dans sa phrase. Le FMI sert à sauver les pays en faillite, ils imposent rien. Attendez, je vais relire son commentaire parce que là, on a atteint un niveau de... Voilà. Alors, Etrena Dimitri, je vais arrêter de te parler. Je pense que tu t'es disqualifié direct. Je rappelle le commentaire de Etrena Dimitri. Le FMI sert à sauver les pays en faillite. Ils imposent rien. Ferme ta gueule. Voilà. Ferme ta gueule, voilà. Tu ne connais rien à rien. Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Non, mais ils imposent rien, le FMI. Ils imposent rien. Non, non, non. Non, non, vraiment, le FMI, il prête comme ça. Allez, prenez mon argent. Allez, prenez. Non, mais c'est... Déjà, je veux dire, c'est le b.a.-ba. Si tu veux avoir un prêt du FMI, si tu veux que le FMI vienne, même pour t'aider, hein, même pour sauver le pays, tu dois accepter les mesures imposées par le FMI. Le FMI te prête de l'argent à condition que tu appliques certaines politiques libérales. Non, mais vraiment, mais t'es un trou du cul. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que d'apporter l'expertise des experts en développement comme Hervé Maricat. Oui, bon. Allez, bonne journée, Etrena. En septembre 2025, une importante force navale avait été rassemblée au nord du Venezuela. Il n'y a rien que l'exemple de la... Oui, juste l'exemple de la Grèce. Oui, non, mais là, on est délu, quoi. Il est délu, le gars. Entre septembre 2025 et décembre 2025, les États-Unis ont mené une série d'actions visant à intimider le régime vénézuélien. Maduro a été qualifié de narcoterroriste et jugé complice d'atteinte directe à la vie des citoyens américains. Une prime de 50 millions de dollars a également été offerte pour toute information permettant d'arrêter Maduro et son clan. On revient au Far West, hein. Voilà, on donne des prix à si on peut arrêter ce gars-là, quoi. Tu es vraiment hostile à la contradiction. Non, je suis hostile à la connerie. Dire que le FMI n'impose rien alors que le b.a.-ba du FMI, c'est on vous prête de l'argent si vous mettez en place ces politiques-là, c'est d'être un profond teubé. Je suis désolé, je sais pas comment te le dire autrement. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit 2 plus 2 égale 5, je vais pas lui dire ah non, mais peut-être c'est de la contradiction. Non, t'es con. C'est faux. Non, et voilà, c'est faux. Les navires soupçonnés d'être complices du trafic de drogue avaient été pris pour cible et au moins 30 d'entre eux ont été détruits, sans aucune preuve formelle de leur implication dans des opérations de trafic alléguées. Oui, je rappelle que les États-Unis avant ça avaient déjà tué des Vénézuéliens en disant que oui, mais c'est des trafiquants de drogue. Voilà, et personne n'a rien dit. Hein. Personne n'a rien dit. L'espace aérien vénézuélien a été compromis par un tweet présidentiel. Et l'autorité fédérale de l'aviation américaine a averti les transporteurs internationaux de l'existence d'un espace aérien dangereux en novembre. 6 compagnies aériennes internationales avaient ainsi suspendu leur opération à destination et en provenance de Caracas. Des pétroliers soupçonnés de contourner les sanctions avaient été saisis. Ça aussi, non mais on a oublié comment les États-Unis font ce qu'ils veulent en fait. Ce qui a été justifié par la nécessité plus générale d'empêcher le chaos et la violence de s'infiltrer dans l'hémisphère occidental. De qui on se fout, quoi. De qui on se fout. Toutes ces étapes n'ont rien du tâtonnement. Le Venezuela sert de test pour déterminer comment les autres pays jugés indésirables par les États-Unis seront traités. Malgré le succès de l'opération du 3 janvier, les prochaines étapes ne sont pas évidentes. La transition promise au Venezuela sera suivie de près par les personnes directement concernées et au-delà. Alors que Trump a évoqué un contrôle direct des États-Unis, le changement du régime au Venezuela se heurtera au rôle de Maria Corina Machado. Je rappelle que le prix Nobel de la paix, prix Nobel de la paix 2025, qui dernièrement a dit qu'elle était prête à donner son prix Nobel de la paix à Trump. Voilà,
la qualité du prix Nobel de la paix. Voilà comment ce prix, ça pue la merde, quoi. Mais moi, depuis Obama, je me suis plus fait d'illusions. Hein. C'était de la merde, ce prix. Alors, lauréat du prix Nobel de la paix et de ses partisans. Ceux-ci, ainsi que d'autres, ont clairement indiqué que l'élection présidentielle de 2024 était illégitime et ne sont pas susceptibles de déplorer le départ forcé de Maduro et de son épouse. Ah bah non. Non mais Machado, elle poussait même à l'intervention américaine. Genre, Machado va pas pleurer le départ de Maduro. Elle le souhaitait. Elle souhaitait l'intervention américaine. Sous le régime de Maduro, le pays a été détruit et des millions de personnes ont été contraintes de se réfugier dans des États voisins tels que la Colombie. On rappelle... L'article n'en parle pas, mais je pense que les politiques de blocus n'aident pas au développement économique d'un pays et participent à la montée en misère de ce pays, je rappelle. Sans nier les politiques menées par le Venezuela. C'est pas l'idée de dire que Maduro n'a aucune responsabilité là-dedans. Mais je pense pas que établir un blocus sur ce pays va aider au développement et à une bonne vie pour les classes populaires. Il est difficile de sous-estimer les dégâts causés par un régime méprisé par nombre de Vénézuéliens. Le problème, c'est que la vision de Trump pour le Venezuela ne repose pas sur une reconstruction patiente de la société civile et le renforcement des capacités démocratiques. Mais il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre, c'est pas son problème. Il s'en bat les couilles. Le mot démocratie n'a pas été prononcé une seule fois durant son discours. Ce qui est proposé relève plutôt du chantage, des investissements directs étrangers de l'industrie pétrolière américaine en échange d'un accès privilégié aux plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde. Voilà. Impatient d'avoir l'avis de Mediapart. Hein. Oui, non, mais bon. Nos démocraties libérales. Il y a une stat terrifiante qui est sortie. Les USA ont tué 5 millions de personnes depuis 2001. Bah, ouais, je ne suis pas étonné. Hein. Mais nous, on avait fait une vidéo à Parole d'Honneur aussi sur le nombre de victimes causées par les guerres françaises. Hein. Et je crois qu'on est à plusieurs centaines de milliers. Hein. Depuis Hollande, depuis Sarkozy, je crois, les politiques françaises en Afrique et au Moyen-Orient ont causé aussi des centaines de milliers de morts. Trump et Rubio ont été explicites. Tout nouveau gouvernement vénézuélien, quelle que soit sa composition, devra se montrer conciliant et comprendre que les États-Unis ne toléreront aucun retour à l'ère Chavez et à la nationalisation. Voilà. Mediapart a dit, bon, ok, c'est pas cool, mais au moins, Maduro est parti. Ah, on respire, on va vivre une autocratie américaine, ça c'est cool. Tout cela signifie que la transition pourrait ne pas du tout être une intervention de court terme. En tout état de cause, l'opération américaine prouve déjà que l'administration ne cherchera à fonder son action sur aucun principe du droit international. Ah bah, bravo, ça c'est une enquête. Putain, on s'en doutait un petit peu. Voilà, on était peut-être un petit peu au courant. Les États-Unis n'avaient pas déclaré la guerre au Venezuela avant l'attaque militaire et n'ont fourni que très peu de preuves, en dehors d'accusations unilatérales, que le régime de Maduro représentait un danger clair et immédiat pour la sécurité nationale américaine. Mais attends, il y a vraiment un article pour essayer de nous dire « Ah, on a quand même l'impression que l'intervention américaine était très peu justifiée. » Oui, mais ils s'en cachent pas, les États-Unis. Trump ne s'en cache pas. Trump pisse sur le droit international. Il a justifié ça depuis le début en mode c'est notre pétrole et voilà quoi. Il y a la Chine aussi. Donc on vient. On prend le pays. Tout cela n'a plus d'importance aujourd'hui pour Maduro et son épouse Cilia Flores, qui font l'objet d'une mise en accusation dans le district sud de New York. Comment ça, quel article de Mediapart? C'est vague. C'est l'article qu'a partagé Edwy Plenel pour dire que ah mais bon, les Vénézuéliens ils sont contents quand même. Hein. Ils sont contents les Vénézuéliens. Pour les alliés, hémisphériques ou non, l'intervention unilatérale des États-Unis dans le pays tiers n'est bien sûr pas sans précédent. L'Amérique latine a été le théâtre de 41 interventions de ce type dans le passé, de la République dominicaine au Panama. Donc 41 interventions, c'était les ricains. 41 interventions américaines sur le continent. Hein. Bon. Mais voilà. C'est la démocratie. Hein. Répondez-moi, vous avez parlé du pétrolier russe que l'armée de l'US vient de saisir. Oui, on en a parlé vite fait. Je n'ai pas plus d'infos, mais oui. Ce qui a changé, c'est que les États-Unis se concentrent désormais davantage sur leur propre intérêt, du moins tel que défini par l'administration actuelle, et s'intéressent beaucoup moins aux intérêts et aux souhaits collectifs de leurs alliés. Israël étant peut-être la seule exception à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le seul allié qu'ils écoutent, c'est le pays qui est en train de commettre un génocide. Voilà l'état du monde dans lequel on vit. La première puissance mondiale n'a comme ami comme ami véritable, allié stratégique, militaire et tout, le pays qui est en train de commettre un génocide.
Le Canada et les alliés européens de Washington sont donc confrontés à un dilemme difficile. Invoquer le droit international et appeler à la retenue n'a aucun effet sur l'administration Trump. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la première déclaration de l'Union, faite par Kaja Kallas, faisait référence à la sécurité de ses propres citoyens au Venezuela comme étant la priorité absolue plutôt qu'aux règles des normes juridiques internationales. L'Union européenne, mais c'est bon, on peut en terminer avec l'Union européenne, c'est bon. On peut passer à autre chose. Les gens ne comprenaient pas le truc du Frexit, d'un Frexit de gauche et tout. On peut arrêter avec cette mascarade qu'est l'Union européenne, qui elle aussi se fascise de plus en plus. Au niveau national, du moins pour l'instant, il y a très peu de signes que les contre-pouvoirs Washington pourraient avoir une quelconque efficacité. Il est difficile d'imaginer une condamnation de la part des alliés de l'OTAN. Mais vraiment, il n'y a aucune protestation aux États-Unis. Il n'y a quasiment aucune protestation. Rien. Rien. Même le Parti démocrate, je sais même pas s'il dit quelque chose, quoi. C'est juste, bon, au moins, ça sert nos intérêts, quoi. Speed fasciste, quoi. Ah, les États-Unis d'Amérique sont d'accord pour leur propre impérialisme. Hein. Le congrès de Mar-a-Lago des nations sphériques. Trump a-t-il donc désormais totalement les mains libres? Imaginons. Fort de son succès à Caracas, ce président américain pourrait profiter de l'année 2026 pour lancer un appel en faveur d'un nouveau congrès des grandes et des puissances régionales. Ça, c'est un truc qui était déjà en discussion, où il appellerait, il contournerait le G7 pour avoir un nouveau rassemblement des plus grandes puissances mondiales, et qui me semble, ça rassemblerait les États-Unis, la Russie, l'Inde, le Japon et la Chine. Voilà. Les 5 plus grandes puissances et qui se baseraient sous prétexte de c'est les 5 plus grandes populations du monde. Mais voilà, et lui, le G7 avec l'Union Européenne, allez, ça dégage. Son lieu de prédilection serait bien sûr Mar-a-Lago. La Chine, l'Inde et la Russie seraient l'invité d'honneur. Et il me semble qu'il y avait aussi le Japon, mais peut-être que je me trompe. Hein. D'autres pays pourraient également être là, notamment des alliés proches tels qu'Israël, l'Arabie Saoudite, mais aussi la Turquie, même le Brésil. Ah non, c'est pas le Japon, c'est le Brésil, je crois. Oui, je crois que j'avais entendu parler du Brésil. Mais donc là, Israël, l'Arabie Saoudite... Attends, on refait. Chine, Inde, Russie, Israël, Arabie Saoudite, Turquie, Brésil. Il n'y a pas un seul pays européen qui est convié. Les Européens, ça dégage. Bonne année, Space Mode Tomatoes. Ça dégage, les Européens. Allez, c'est bon, vous êtes sortis de l'histoire. C'est fini, l'Europe, c'est fini. Voilà, je vous le dis, hein, c'est fini. On va devenir... voilà, on est provincialisé. Voilà. Bien fait pour nous, bien fait pour nous. Des dîners des méchants dans un film d'animation, oui. Les discussions porteraient sur les sphères d'influence ou carrément les sphères de tutelle sur un nouvel ordre impérial qui mettrait fin à l'ordre établi après 1945. Les forces motrices promues dans le langage officiel du Congrès seraient un sentiment commun d'amélioration de soi, un désir mutuel d'avantage concurrentiel et la garantie d'une consolidation territoriale et des ressources. En bref, une communauté de l'accélération par de grands États souverains. En fin de compte, annoncerait Trump, l'efficacité aurait finalement triomphé de la légitimité comme critère de jugement dans les affaires du monde. En gros, là, on nous parle de l'efficacité. En gros, l'idée, c'est on retourne à l'hypocrisie du droit international. C'est terminé. On revient aux bases. C'est le rapport de force qui compte. Les plus forts gagnent. Tu as la meilleure armée, tu as la meilleure économie qui est aussi liée à ton armée. Tu as le meilleur système militaire, tu gagnes. Voilà. Tu es le plus fort, tu gagnes. C'est bon. Et les petits, tant pis pour vous. Au-delà de l'hémisphère occidental, à quoi pourraient ressembler les deals de ce nouveau partage du monde? En gros, ils vont se partager l'Europe, les gars. On n'est plus qu'une destination touristique de toute façon. Ouais, non, mais c'est fini. Hein. Oui, j'ai vu, les États-Unis ont saisi un navire dans les Caraïbes tôt ce matin. Le commandement sud-américain a annoncé sur X, le navire est considéré comme apatride et menait des activités illicites selon le commandement du Sud. Oui, et apparemment, ce serait russe, mais on verra plus en détail les gens. Je ne peux pas dire grand-chose de cette information donnée comme ça. Le partage de l'Ukraine. Le premier serait que Trump et Poutine concluent un accord sur l'Ukraine qui donnerait aux dirigeants russes le contrôle effectif de l'Est du pays et que le reste se trouve sous la tutelle financière et politique des États-Unis. Parce que oui. Mais ça, on l'a dit depuis le début. On a dit depuis le début le soutien des États-Unis sur l'Ukraine. C'était pas pour la démocratie, la paix dans le monde et les droits de l'homme. Non, c'était la Russie. Les États-Unis vont trouver leur intérêt dans ce soutien. Voilà. On le dit depuis le début. Hein. À l'issue d'un tel accord, le président Zelensky ne serait plus en fonction et le nouveau dirigeant politique ukrainien serait une figure que Moscou pourrait tolérer ou contrôler directement. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait définitivement écartée. L'Union se retrouverait comme toujours dans une situation de blocage, incapable de tenir sa promesse d'adhésion dans ce contexte. D'autant que d'autres pays candidats, principalement au sud-est du continent, ne manqueraient pas de protester si l'Ukraine était privilégiée. La Russie de Poutine aurait tout le temps de préparer en Moldavie la prochaine étape de son expansion territoriale. Le deuxième
Le deuxième sera la réaction de Pékin après les critiques initiales des actions américaines au Venezuela en juillet 2026. L'engagement de la Chine en Amérique latine va bien au-delà du simple achat du pétrole vénézuélien, puisqu'il comprend une série d'accords dans les domaines des infrastructures et de l'énergie au nord et au sud du canal de Panama. On vous rappelle que, allez voir l'entretien que j'ai fait avec Benjamin Burbaumer et allez lire le livre de Benjamin Burbaumer. Et vous allez voir la stratégie extraordinaire développée par la Chine depuis une vingtaine d'années de contrôle des ports, d'investissement sur le commerce et tout ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie. Et donc, je pense que les États-Unis se réveillent peut-être un peu tard, mais essayent de contrer cette politique-là. Ça se foutait de ma gueule quand je parlais de la Nouvelle-Corée du Sud du Nord. La Nouvelle-Corée du Sud-Nord, c'est quoi? Tu parles de quoi, la Zamba Live? Depuis la publication de la stratégie sécuritaire nationale américaine, plusieurs observateurs chinois ont spéculé sur ce que l'accent mis par les États-Unis sur la domination de l'hémisphère occidental pourrait signifier pour d'autres parties du monde. La stratégie indique en effet clairement qu'au-delà de l'hémisphère occidental, la région Indo-Pacifique reste une zone de préoccupation majeure pour les États-Unis. Ça, c'est voilà. Moi, je suis d'accord que c'est la priorité des priorités. La consolidation des frontières. À Pékin, certains commentateurs ont aussi fait valoir que le corollaire Trump à la doctrine Monroe serait en fait un repli stratégique temporaire destiné à aider à résoudre les crises financières qui touchent les États-Unis et à éviter que le coup de l'hégémonie ne se retourne contre Washington dans une forme d'imperial overstretch. Oui, Sam, t'as pas des types de travaux sur la Chine en mode pas critique tyrannie mais plus basé? Burbaumer, j'aime bien, mais il est plus sur les relations avec les US, non? Non, mais il parle aussi du développement chinois en lui-même. Hein. Il parle de la politique chinoise elle-même, comment les politiques qu'ils ont mis en place de développement et leur stratégie géopolitique de ces 20 dernières années. Hein. Après, j'aurais peut-être pas plus de critiques sur ça, de ressources sur ça. Je sais que du côté de... Comment dire du côté... Ah, il a la pub, ok. Cela étant dit, il pourrait être envisageable que les États-Unis et la Chine trouvent une forme d'accord stratégique global qui maintienne l'ambiguïté stratégique dans le cas de Taïwan, tout en reconnaissant implicitement la sphère d'influence chinoise en Asie de l'Est et du Sud. La paix, ça sera en mode, bon, vous avez Taïwan, allez, vas-y, on considère que vous avez Taïwan et la mer de Chine, et nous, on a l'Amérique du Sud. Vous gardez ci, vous gardez ça, voilà. Et nous, on garde un petit peu l'Europe, la Russie prend un petit peu d'Europe, voilà. Ah, vous vous rappelez quand c'était nous, on partageait l'Afrique? Bah ça y est, c'est nous, voilà. Ah, salut! On est ceux qu'on est partagés, on est en dehors de l'histoire. Voilà, l'Europe est sortie de l'histoire et bon, c'est pas pour m'attrister. Hein. Merci Wispice, merci Dinar, merci beaucoup les gens, merci. Il est très long, tu as tout lu ou sélectionné des parties? Non, j'ai tout lu. On arrive à la fin là, Pékin pourrait simplement exiger des États-Unis que s'ils veulent garantir que l'hémisphère occidental reste exempt d'incursions étrangères hostiles ou de propriété d'actifs clés, cela s'applique également à la sphère d'influence correspondante à la Chine. Donc il y a un partage du monde entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Aïe, c'est bien. 2 fois l'armée de terre, on est bien là. Ah, pour la pub. Je veux dire pour la pub. En pratique, cela équivaudra à ce que Trump donne son blanc-seing à Xi pour une annexion de Taïwan. Non, je parlais de le capitalisme contre la mondialisation. Ah, oui, je pense qu'il fait 300 pages, mais il est agréable à lire, hein, Milou. Il est vraiment agréable à lire. Le troisième facteur pourrait être la chute du régime iranien dans la séquence des manifestations publiques motivées par des difficultés économiques persistantes et croissantes, notamment une inflation galopante et des pénuries d'eau en Iran qui aggravent encore la précarité. Trump a déjà averti Téhéran que les États-Unis interviendraient si le régime s'en prenait aux manifestants dans le pays. Voilà, parce que Trump, il est démocrate. Trump, les soulèvements populaires, ça le tient à cœur. Lui, il est pour la démocratie et la révolution populaire en Iran, bien sûr. Si l'armée américaine poursuit ce qu'Israël a commencé en 2025, en décapitant le régime des ayatollahs, la mise en place d'un gouvernement de transition à Téhéran aurait un impact sur toute la région. J'ose pas imaginer le bordel qu'il y aurait s'il y a vraiment une guerre Israël-États-Unis contre l'Iran et la transition qu'on nous promettrait. La région est déjà dans le chaos, mais alors là, je vous raconte pas. Là, on payerait le prix pendant 20, 30, 50 ans, quoi. L'Iran n'étant plus en mesure de soutenir les groupes armés au Liban, au Yémen et en Syrie. D'ailleurs, il y a, j'ose pas imaginer l'état de la Palestine, de la résistance palestinienne. Le sud Liban a sombré. Le Yémen est en guerre avec les États-Unis. La Syrie, on n'en parle même pas. Alors si maintenant c'est même l'Iran qui s'effondre, les Palestiniens, c'est finito. Hein. Ça va être très compliqué.
Cela renforcerait inévitablement Israël et d'autres puissances régionales clés telles que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et la Turquie. Il faut prendre la mesure de ce qu'un tel changement de régime pourrait signifier, y compris jusqu'en Afrique. Le Soudan subit par exemple de plein fouet l'intervention de tiers du Moyen-Orient. Les prétendants du nouvel ordre. Tous les pays, des plus grands comme la Chine et la Russie aux plus petites puissances régionales comme Israël, comprennent bien le concept géopolitique de sphère d'influence. Poutine veut l'Ukraine, Xi veut Taïwan et d'autres veulent étendre leur influence sur des territoires tiers dans le cadre de projets plus vastes visant à consolider leur emprise sur les ressources et les territoires comme Israël et la Turquie par exemple. Et c'est vrai qu'il peut y avoir même des risques de guerre, on peut imaginer des risques de guerre entre Israël et la Turquie, hein, parce que je pense qu'ils ont aussi les mêmes zones d'influence à vouloir sur lesquelles ils veulent régner. Israël rêve d'un grand Israël et je pense que la Turquie, le Kurdistan, la Syrie, tout ça, elle lorgne sur ces régions-là pour imposer sa force et devenir une nouvelle puissance régionale. Et déjà qu'il y a une montée en puissance de la Turquie. Petite rectification, le partage de l'Europe, c'est pas nouveau. C'était déjà le cas lors de la guerre froide. Oui, c'est vrai. Trump, quant à lui, veut le Groenland et aimerait bien aussi le Canada. Alors moi, ce que je veux, c'est le Groenland et je veux aussi le Canada. Voilà. Monsieur Papa Noël. Dans ce contexte, d'autres petits États comme le Guyana, négocient ces dynamiques de pouvoir asymétriques tout en veillant à ce que les compagnies pétrolières américaines présentes sur place restent informées des plans de sécurité nationale. Certains de ces dirigeants avides d'influence considèrent les territoires qu'ils désirent annexer comme faisant partie intégrante de leur territoire national, tandis que d'autres convoitent les terres et les mers voisines en fonction de leur évaluation de la stratégie à long terme, de la sécurité à long terme, L'attaque de Trump contre le Venezuela ouvre la porte à davantage de calculs de ce type. Les petites puissances régionales en ont également fait preuve, à l'image d'Israël, pour poursuivre leur objectif de sécurité nationale dans leur voisinage immédiat et au-delà. Alors moi j'aurais dit leur objectif de colonisation, hein, mais bon, de sécurité nationale si vous préférez, moi je le mettrais en guillemets à la rigueur, mais de colonisation. Pourtant, les pays, et d'ailleurs pour moi c'est de l'impérialisme, leur politique d'impérialisme, leur politique colonialiste, voilà. Pourtant, les petits États, du moins en termes de taille économique et de puissance militaire, ne devraient pas supposer que leurs proches alliés respecteront leurs intérêts et encore moins leurs souhaits. Bah oui, l'histoire nous l'apprend. Hein. Les criminels du monde entier sont prévenus. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Nous ne relâcherons jamais notre mission de protéger le peuple américain et de perturber le financement du narcoterrorisme partout où nous le trouverons. Point final, a-t-elle déclaré. Tu parles de qui là? C'est une citation de qui? Moi, je veux la tour Eiffel, s'il vous plaît. À l'avenir, il est probable que les pays comme le Danemark seront confrontés à des demandes exorbitantes pour obtenir des garanties de la part des puissances hémisphériques. Oui, moi, j'imagine que le Groenland, comment ça va se négocier, c'est que, ok, officiellement, ça reste danois, mais on a les ressources. Voilà. On a le pétrole. Voilà. Les entreprises américaines contrôlent ça. On met des bases américaines et on assure la circulation des bateaux. Moi, je pense que ça va se régler comme ça sur le Groenland. Les Danois vont baisser la culotte et les États-Unis, ok, ça va être le Groenland danois, mais bon, ça va être nos intérêts à nous. Imaginons toujours le scénario du congrès de Mar-a-Lago. Trump pourrait ouvrir son discours en énonçant un principe simple. L'ancien ordre est révolu. Circulation maritime plus hors pour sûr. Bah oui. Le secrétaire de la sécurité intérieure, Christine Noem. Ok. Oui, il me semble qu'il y a déjà une base au Groenland, mais je pense qu'ils vont en installer plus. Hein. La garantie des frontières, mais surtout pour moi, au-delà des bases militaires américaines, je ne sais pas s'il y a intérêt d'avoir plus de bases américaines, c'est surtout la circulation maritime, notamment avec la fonte des glaces et l'accès aux ressources. Ça va être ça l'enjeu. En même temps, ils n'ont pas qu'à nous inonder de drogue, les Groenlandais. La garantie des frontières, y compris pour les petits pays hérités de l'ordre post-45, était un faux concept. Ah bon, putain, mais s'il y avait des courants idéologiques qui alertaient depuis 60 ans, 70 ans, 80 ans sur l'hypocrisie de l'ordre politique international et qu'en fait, c'est que des questions de rapport de force et non de droit international. Si seulement on savait ce qui nous attendait, c'est trop dommage, quoi. C'est trop dommage que personne nous ait prévenu, hein. Vraiment. Désormais, l'intégrité territoriale est réservée à ceux qui en ont les moyens. Ça a toujours été le cas, ça.
Tous les autres sont soumis à un nouveau type de souveraineté, une souveraineté contingente. Le nouvel ordre mondial est désormais hémisphérique. C'est un ordre où les grandes puissances et les puissances régionales peuvent définir leur sphère d'influence et les dominer et exploiter librement les ressources et les territoires qui s'y trouvent. Moi, j'ai un petit désaccord parce que pour moi, ça a toujours été le cas. Hein. Ça a toujours été le cas. Les États-Unis ont toujours fait ce qu'ils voulaient en Amérique du Sud. La France a toujours fait ce qu'ils voulaient en Afrique. Il y a toujours eu des dominations régionales comme ça. C'est juste que là, ça se radicalise et que c'est, on en a fini. Qui aurait pu prédire, ouais. On en a fini avec l'hypocrisie du droit international. C'est juste qu'on revient au principe de base, c'est le rapport de force. Et puis c'est tout. À l'issue du congrès, chaque parti s'engagerait à respecter ses divisions régionales ou sphériques. Et cette nouvelle élite pourrait alors concentrer son attention collective sur le développement d'accords commerciaux et stratégiques mutuellement avantageux. En d'autres termes, un concert des grands où l'équilibre des pouvoirs pourrait à nouveau être assuré sur la base de règles et de rituels de pouvoir convenus. Chaque année, les partis se réuniraient en congrès des nations sphériques. Le premier serait accueilli en Floride, puis la présidence tournerait au fil du temps. Dans son allocution d'ouverture, Donald Trump rappellerait probablement à son public trié sur le volet de conserver sa souveraineté au sens où il l'entend. Vers la fin de son véritable discours à Mar-a-Lago, le 3 janvier 2026, il a laissé échapper une petite phrase que peu ont relevée. Hier soir, j'ai assisté à l'une des attaques les plus précises contre la souveraineté. J'aime bien comment il est totalement transparent. Hein. Il est totalement transparent. C'est pas une hypocrisie, c'est juste un problème de civilisation incroyablement délicat à résoudre. Ok, bon, toi je te calcule plus. Pour la France, en tout cas, je pense que tout le monde le savait. Oui, bah oui. Pourquoi sphérique et pas platiste? Parce qu'ils ils croient encore que la Terre est ronde. Les choses pourraient difficilement être plus claires. En 2026, Trump a une priorité, devenir le premier président de l'hémisphère occidental. Bon ben voilà. Bah voilà, c'était un article plutôt cool, même si pour moi je les trouve pas assez sévères. En fait, pour moi je les trouve un peu délus. Voilà. Ce qui me dérange dans cet article, c'est l'idée que Trump marque une rupture. Pour moi, Trump ne marque pas une rupture, mais plutôt une accélération, une radicalisation de cette dynamique qui était déjà en cours, hein, et qui est la dynamique impérialiste et qui est la dynamique aussi états-unienne. Il n'y a pas une rupture fondamentale, un virage à 180 degrés opéré par Trump. Il y a juste une accélération, une radicalisation. Voilà, on ne se cache plus et puis c'est tout. Mais c'est un article très intéressant et la leçon à tirer, moi, du point de vue européen, c'est que ça y est, on est fini. On est fini. Voilà. On sera le gâteau à partager. Voilà. On va pas avoir le couteau à partager le gâteau. On sera le gâteau. Voilà. Et on va voir à quelle sauce on sera mangé. Écoutez, moi j'ai envie de dire, bien fait pour la gueule des Européens. Ils ont foutu la merde partout dans le monde. Et après, ils ont décidé de se mettre sous le drapeau états-unien, de suivre les intérêts états-uniens parce que ça servait à leurs intérêts. Voilà. Je vous mets l'article là. Et comme conclusion, les gens, on rappelle la priorité des priorités, qui est pour moi la priorité ultime. Il faut renouer avec une politique anti-impérialiste radicale, parce que on voit dans quelle direction nous mène l'ordre mondial, et c'est pas Jojo. Donc avant de faire la leçon, il faut déjà montrer l'exemple. On balaye devant sa porte avant de dire aux autres attention là, ce que vous faites, c'est pas cool. En quoi l'anti-impérialisme est moins hypocrite dans ses principes que le droit international? T'as suivi la prise de parole du vieux hier sur l'anti-impérialisme? Non, j'ai pas vu, je l'ai pas vu hier. Tu dis impérialiste des fois. Ah pardon, c'est parce que je parle trop fort, je parle trop vite. Je parle trop vite donc je dis impérialiste. Mais c'est anti-impérialiste effectivement. Eh ben écoutez les gens, j'ai fini l'article. Voilà. Sur YouTube, tu mets ça aussi en conclusion Martin. Avant qu'on soit partagé par les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à commenter cette vidéo, à venir sur Twitch. Venez vous amuser sur Twitch, c'est trop bien. Et à soutenir financièrement si vous le pouvez avec les liens en description. Allez, bisous, portez-vous bien et sus à l'impérialisme.